Dans mon témoignage, je ne parlerai pas qu'à mon nom, mais je parlerai au nom de 2 personnes. Ces histoires de harcèlement et de viol sont très dures à exprimer, notamment qu'elles se passent dans des cercles restreints comme le cercle amical ou le cercle familial. Et pourtant, ces cercles restreints, encore plus silencieux, font partie de la grande majorité des cas. Cela s'est passé il y a environ 2 ans. Je le connaissais depuis plusieurs années. Cet homme était de 20 ans mon aîné et je le considérais comme un ami, voire comme un grand frère. D'autant plus qu'il appartenait à un cercle de personnes que j'appréciais. Et dans ma ville, il était relativement actif. Comme il m'invitait régulièrement à des soirées chez lui entre amis, je me suis dit que j'allais lui renvoyer l'ascenseur en l'invitant chez moi. Cependant, il me demande si je peux l'héberger car c'est difficile pour lui de rentrer chez lui. Au début, j'étais un peu réticente car je n'ai qu'un studio, mais il me rassure en me disant qu'il ne me touchera pas et que je suis un peu comme sa petite sœur. Je lui fais confiance et j'accepte. Au fond, je pars du principe qu'un homme et une femme peuvent être dans la même pièce sans que cela oblige à quoi que ce soit. Une fois tous les convives partis, on reste à discuter sereinement et on finit par aller se coucher. Chacun à l'autre bout du lit, je me colle même bien sur mon rebord pour mettre de la distance. À cause de la fatigue, je m'endors rapidement et profondément. Je finis par me réveiller et je retrouve cette personne au-dessus de moi, le sexe à l'air, à 2 doigts de me pénétrer. Je le repousse apeuré. Qu'est-ce que tu fous? Il me répond juste que je suis si ferme, qu'il m'a embrassé partout, qu'il m'a même embrassé mon petit trou, qu'il n'a pas pu résister. Je découvre par la même occasion qu'il a retiré mon bas pendant le sommeil. T'es en train de dormir? Je veux pas. Je te vois comme un ami, comme un frère. Tu m'avais promis, je te faisais confiance. J'essaie de partir, mais il me demande de rester en me rassurant, que je ne dois pas m'inquiéter, qu'il arrête. Je suis tétanisée, je ne sais plus quoi faire et j'ai du mal à réaliser ce qui se passe. Cet homme, je le connaissais bien et j'avais confiance. De plus, et c'est ce qui a énormément joué, il est assez influent dans ma ville, et j'avais peur que tout cela finisse par se retourner contre moi et que je devienne une paria. Il revient subtilement à la charge en continuant ses propos, en passant par me dire que je ne dois pas m'inquiéter, que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas bandé aussi dur. Il me demande de lui toucher le sexe. Je refuse fermement. Non! Je refuse même de le voir. Je ne sais plus comment réagir. Il revient m'embrasser le corps. J'ai la tête enfouie dans l'oreiller, tétanisée. N'arrivant pas à bouger, tout ce que je peux faire, c'est dire non, je ne veux pas, je ne veux pas. Il finit par me monter dessus et me demande s'il peut au moins se branler sur moi. C'est bête, mais sur le coup, j'ai trouvé que c'était la situation la moins pire, car je n'arrivais pas à me dépêtrer de cette affaire. Il commence à se branler, je l'entends et je plonge encore plus ma tête dans l'oreiller, pour ne voir absolument rien, et surtout pour ne plus entendre ce bruit. Je recommence à dire non, je ne veux pas, c'est trop bizarre, non, stop, arrête. Il finit par m'éjaculer dans le dos. Je sens son sperme, je me lève d'urgence et je m'empresse de m'essuyer. Cela me dégoûte. Ne sachant toujours pas quoi faire de la situation, j'essaie de rester cordiale malgré tout, pour pas que toute cette affaire se retourne contre moi. Il finit enfin par sortir de chez moi de lui-même. Je m'allonge sur mon lit, je reste un moment sans bouger. Je sens encore sa semence dans mon dos alors que je me suis essuyée. J'ai l'impression qu'elle me brûle, qu'elle me salit. Je m'essuie encore et encore alors qu'il n'y a plus rien. Je finis par prendre un bain pour enlever entièrement cette saleté. Après ça, pour ne pas perdre nos amis en commun, j'ai décidé de taire cette histoire, de faire comme si de rien n'était. Cependant, je me suis confiée à mes 2 meilleurs amis. Ça m'a fait du bien d'être écoutée et j'ai tenté de passer à autre chose. Malheureusement, 1 an après, l'histoire est remontée. Un de mes 2 confidents était ma meilleure amie. Cela faisait 1 an que je n'avais pas vu cet homme et je ne voulais plus y penser. Ma meilleure amie devait aller prochainement à une soirée où il était présent. Elle m'en fait part, stressée, et je découvre par la même occasion qu'elle avait pris ma confession bien plus à cœur que je ne le pensais. Sur le coup, je n'avais pas compris pourquoi. Elle ne voulait absolument pas croiser ce porc, au risque qu'elle s'énerve contre lui. Elle me jurait qu'elle tentait de garder mon secret, mais qu'elle ne supportait pas ce genre de type. Quelques jours plus tard, elle dévoila mon agression, ce qui produisit des étincelles parmi mon cercle d'amis, car, ayant du mal à croire l'histoire, ils ont cru que j'avais fait cela exprès pour ruiner les relations. Mais concernant ma meilleure amie, j'ai découvert en même temps qu'elle avait été violée par son grand-père à plusieurs reprises durant son adolescence. C'est pour cette raison qu'elle prenait très à cœur mon histoire. Ces viols l'ont détruite mentalement et l'ont isolée de sa famille car ils avaient du mal à accepter ces histoires. Cela lui a créé des détresses mentales et a engendré des dépressions dont elle n'arrivait pas à sortir. Ma meilleure amie s'est suicidée il y a quelque temps.
à cause de ce traumatisme, à cause de ces troubles, à cause de cette incompréhension et à cause de la détresse qui a résulté de tout cela. De mon côté, avec le temps, les langues se sont déliées. Ils ont fini par me croire, car je n'ai pas été la seule à subir les comportements de cet homme. Mais une gêne persiste. Ma fausse culpabilité, la peur du jugement, la peur des ragots, la peur de l'incompréhension. Hey. Je laisse sortir de mon corps la voix de ce témoignage et je reprends possession de mon esprit de juriste. J'aimerais qu'on revienne sur les faits et leurs possibles qualifications juridiques, et les problèmes qui peuvent en découler. Par rapport aux viols répétés, on va être sur les peines les plus lourdes en matière d'agression sexuelle. Une agression sexuelle nécessite l'usage de violence, menaces, contraintes ou surprises. Le viol est l'agression sexuelle caractérisée par une pénétration et c'est un crime. Quand le viol est commis sur une personne de moins de 15 ans ou qu'elle est commise par un ascendant, c'est-à-dire un parent ou un grand-parent, la peine est de 20 ans d'emprisonnement. Et même si les faits ont entraîné la mort, on ne pourrait pas appliquer la peine de 30 ans d'emprisonnement, car la conséquence n'est intervenue qu'un certain temps après les faits. Cependant, il serait possible de considérer qu'il y a eu une autre infraction, l'infraction de provocation au suicide, qui elle est punie de 3 ans d'emprisonnement. Quant au témoignage en lui-même, les faits pourraient constituer une agression sexuelle. Pas de viol car pas de pénétration. Il y a cependant eu une atteinte sexuelle, avec surprise au début car la victime était inconsciente, puis contrainte morale car l'auteur avait une certaine supériorité et n'a pas tenu en compte les refus de la victime. Dans ces cas-là, la peine est de 5 ans d'emprisonnement. Et malgré tout cela, le non-consentement est souvent remis en question. Par les forces de l'ordre quand on va déposer plainte, par les juges quand on va au tribunal, et par le reste de la société. Du genre, mais pourquoi tu l'as pas repoussé? Mais pourquoi tu l'as pas obligé à sortir de chez toi? Et ces questions méchantes et culpabilisantes ont bien une explication. De manière générale, les femmes sont moins fortes physiquement, et donc tenter de repousser physiquement l'agresseur n'est pas forcément envisageable. En plus, on peut s'exposer à une violence accrue de celui-ci pour qu'on se tienne tranquille. Sauf qu'on a un instinct de survie. Dans ces cas-là, le cerveau va essayer de minimiser les dégâts et d'éviter un accident cardiovasculaire ou neurologique. Il va disjoncter. Le cerveau va produire à haute dose des endorphines pour que tu ressentes le moins de choses possible, mais ça va aussi t'empêcher de réagir. On produit de la morphine pure. En fait, notre cerveau nous drogue. Mais donc, du coup, si c'est répété régulièrement, on peut aussi créer une dépendance. Donc, pour qu'on soit tous au clair, une personne qui ne dit pas non et qui ne se défend pas, c'est pas du consentement, c'est juste toi qui abuses d'elle. En général, il y a des vagues d'émoi quand on découvre une affaire ou qu'une affaire est en train d'être jugée. Mais rapidement, les élans de rejet s'affaissent. Pourtant, tous les jours, il y a des viols, des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel. Au sein du couple, de la famille, au travail, dans la rue. Alors arrêtons de les culpabiliser et permettons-leur de s'exprimer. Plein de bisous et soignez vos droits.